Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de Frit and Science. Nous avons le plaisir d'accueillir Renaud de Saint-Moulin, qui est directeur, bonjour, qui est directeur des systèmes de transport à la STIB. La séance d'aujourd'hui est intitulée « Le métro bruxellois roule-t-il à 11 000 volts ?» Alors, ma première question serait celle-là. Est-ce que le métro bruxellois roule à 11 000 volts? En fait, pas tout à fait. Le métro, il roule sur du 900 volts en continu, mais on fabrique ce 900 volts en continu à partir de 11 000 volts que la STIB distribue partout dans la ville pour l'alimentation de ses trams et de ses métros. Et donc, on a dans les stations de métro ce qu'on appelle des sous-stations de traction, dans laquelle on transforme les 11 000 volts en une tension plus basse qu'on redresse pour faire du 900 volts après. D'accord. Et donc, la STIB, c'est des métros, c'est des trams, c'est des bus. Est-ce que ce sont des gros besoins d'énergie pour faire rouler toute cette flotte? Alors oui, en valeur absolue, ça représente sur base annuelle à peu près 250 gigawattheures. C'est la quantité d'énergie qu'on utilise à partir d'une source électrique. Alors 250 gigawattheures, ça ne parle pas nécessairement en quantité. La quantité d'énergie qu'un ménage moyen en Belgique consomme sur base annuelle, c'est environ 4 mégawattheures. Donc ça fait l'équivalent de 60 000 familles qui sont en fait représentées par la consommation de la STIB. Par contre, au niveau de la consommation globale du pays, c'est beaucoup moins, c'est 0,3% de ce que la Belgique consomme en énergie électrique sur base annuelle. Et d'où vient alors toute cette énergie utilisée par la STIB? Alors la STIB, elle achète de l'électricité verte en gros sur le marché haute tension, et puis elle la distribue et la transforme en différentes tensions sur son réseau. Et donc l'ensemble des électrons qu'on achète, eh bien, il provient de différentes installations de producteurs qui nous vendent leur électricité sur un marché qui est aujourd'hui libéralisé, sur lequel on achète au cours du marché. D'accord. La STIB ne produit donc pas son énergie? Historiquement, elle était la productrice de son énergie de traction. Aujourd'hui, elle continue avec des panneaux solaires à produire de l'énergie sur certains de ses bâtiments, essentiellement des dépôts où on a des grandes surfaces qui sont bien ensoleillées. Mais la production de ces panneaux solaires, eh bien, elle est réduite puisqu'elle ne représente finalement qu'une partie de la consommation des dépôts sur lesquels on installe ces panneaux solaires. La consommation électrique de traction, quant à elle, elle est entièrement achetée sur le marché de l'électricité verte. Sur ces besoins d'électricité, comment est-ce qu'on pourrait un peu la scinder entre les gros postes, entre le métro, entre le tram? Vous avez aussi des stations, il y a des entrepôts. Quelles sont un peu les différentes consommations de tous ces postes à la STIB? Oui, bon, alors le métro c'est le plus grand consommateur, mais c'est aussi avec ça qu'on transporte le plus de passagers. Ça représente 38% de la consommation annuelle totale. Le tram, ça représente environ 30% de consommation, et les stations, comme vous le faites bien remarquer, c'est pas du tout négligeable parce qu'on a beaucoup d'équipements électromécaniques dans les stations, ascenseurs, escalators, systèmes de pompage, qui font qu'au total, on consomme à peu près 17% de notre consommation annuelle dans les stations de métro. Le solde, c'est pour les machines électriques, l'éclairage, la ventilation dans nos dépôts et dans nos ateliers. D'accord. Est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent d'optimiser la consommation d'électricité ou d'énergie? Oui, évidemment, la meilleure économie en énergie, c'est de faire en sorte qu'on ne consomme pas de l'énergie qui n'est pas nécessaire. Et donc, en termes de traction, les systèmes de traction de nos trams et de nos métros sont basés sur des dispositifs d'électronique de puissance qui font qu'on envoie vers les moteurs que la partie de l'énergie dont ils ont absolument besoin pour accélérer. Ça remplace les systèmes de rhéostat de puissance qui étaient utilisés dans les anciens trams et qui donc faisaient qu'on dissipait beaucoup d'énergie au démarrage et que ça produisait de la chaleur qui perdait en fait de l'énergie sans valeur ajoutée pour la traction. Aujourd'hui, ces systèmes sont remplacés par des dispositifs électroniques qui sont très efficaces. On a un rendement presque parfait entre la prise de courant à travers le pantographe ou le troisième rail et les moteurs. Et puis après, ce qu'on fait, c'est que quand un tram a accéléré et qu'il va ralentir, eh bien l'énergie qu'on récupère au freinage, on la réinjecte vers le réseau et ça permet d'alimenter un autre tram ou un autre métro qui est en train d'accélérer à ce moment-là. Ensuite, on a aussi dans nos bâtiments beaucoup d'attention qui est donnée à les isoler et à faire en sorte qu'on ait des équipements électriques qui consomment le strict nécessaire. Mais comme la proportion de l'énergie que nous utilisons pour nos bâtiments est réduite par rapport à celle de notre système de traction, c'est forcément sur les systèmes de traction que toute notre priorité elle va. D'accord. Alors on parle depuis maintenant quelques années d'avoir un métro automatique.
Comment est-ce qu'il va se développer à Bruxelles et est-ce que ça a un intérêt dans cette optimisation énergétique? Alors, le métro automatique, il est en cours de déploiement sur les lignes 1 et 5. Les nouveaux métros que vous voyez sont en fait capables de rouler de façon automatique, pour autant que les stations soient équipées de façades de quai, c'est-à-dire des séparations entre le quai et la partie de la station où il y a les rails. Et donc, ces façades de quai, on est en train de préparer leur installation dans les 3 dernières stations de l'antenne du métro vers Erasme, ce qui nous permettra de démontrer que le nouveau système de métro qu'on est en train de déployer est effectivement tout à fait en ordre pour rouler en automatique, pour le déployer ensuite sur la nouvelle ligne 3 qu'on est en train de construire et qui rejoindra Bordeaux à la station Albert. Alors en quoi est-ce que le métro automatique est un élément qui nous permet de gagner aussi de l'énergie? Eh bien, parce que quand on a un système automatique, on sait quand un métro va arriver dans une station, il va donc forcément devoir ralentir pour pouvoir s'arrêter à quai, et quand un métro va devoir quitter la même station dans l'autre sens pour pouvoir accélérer et rejoindre la station suivante. Et donc en synchronisant le départ du train au moment où le train qui arrive dans l'autre sens est en train de ralentir, on peut utiliser de façon très efficace l'énergie de freinage qui est réinjectée sur le réseau par le métro qui est en train de s'arrêter pour faire démarrer le métro qui est en train de démarrer. D'accord. Il y a aussi d'autres besoins en énergie à l'Estib, notamment avec les bus. À quoi roulent-ils les bus à l'Estib ou à quoi vont-ils rouler dans le futur? Alors historiquement, les bus ils roulent avec du diesel et progressivement on a augmenté la part de l'électricité dans la traction en introduisant à partir de 2018 des flottes à propulsion hybride, diesel électrique. Et donc aujourd'hui, on a à peu près un tiers de notre flotte qui est constituée de bus diesel électriques sur lesquels la consommation de diesel est forcément réduite, puisqu'une partie de l'effort de traction est livrée sous forme électrique. Et donc au total, on gagne environ 20% de consommation par rapport à des bus purs diesel qui constituent encore le gros de notre flotte historique. À côté de ça, on est en train de préparer la transition énergétique du mode bus. On a déjà une quarantaine de bus électriques, entièrement électriques, sans moteur thermique, qui sont en circulation. Et on est en train de préparer pour 2024 le remplacement de l'ensemble de nos flottes dites Euro 5, qui répondent aux normes d'émission Euro 5, par des bus à propulsion entièrement électrique. Et donc ça, c'est en fait le début de la fin du diesel à Bruxelles pour les bus de la cité. Ah oui, donc vous allez un petit peu plus vite que la législation bruxelloise, vous ne passerez pas par des Euro 6, on va directement vers l'électrification de la flotte de bus. Donc en fait le principe c'est que les bus qui vont devenir non compatibles avec la Low Emission Zone sont remplacés par des bus à propulsion entièrement électrique sans passer par l'étape de bus à propulsion par exemple mixte hybride électrique par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a des challenges particuliers? Je suppose que c'est des grosses batteries pour des bus. Comment est-ce qu'on les recharge? S'ils doivent faire des allers-retours réguliers? Alors, le challenge est effectivement d'embarquer suffisamment d'énergie dans les bus qui roulent dans la ville, mais c'est aussi d'organiser dans les dépôts les infrastructures qui permettent de les recharger pendant la nuit, de façon à ce que quand tous les bus sont dans le dépôt, on organise l'ordre dans lequel ils sont chargés pour qu'ils soient prêts à ressortir avec une batterie suffisamment chargée pour assurer leur service le lendemain matin. Et donc, il faut imaginer la façon dont on les place dans le dépôt pour pouvoir sortir dans le bon ordre le matin, mais en plus pour qu'ils aient eu chacun la quantité d'énergie dont ils ont besoin pour faire le service le lendemain matin. Complémentairement, quand c'est des bus articulés, on a besoin en milieu de journée de redonner un petit coup de boost, et c'est la raison pour laquelle les terminus des lignes sur lesquelles on fait rouler ces bus articulés à propulsion électrique, ils sont aussi équipés de chargeurs qui sont en fait comme des espèces de mâts avec un pantographe sur le bus qui vient connecter le point de recharge qui est en fait comme un gros lampadaire mais avec un espèce de chapeau en dessous duquel il y a 2 connexions pour charger la batterie. On parle des bus 71 et 95 pour les bus articulés. Alors, les bus 71 et 95, ils sont évidemment des bus très très fréquentés, pour lesquels il y a aussi la réflexion de savoir est-ce que ce ne sont pas des bus qui bénéficieraient un jour d'être exploités dans un mode ferré avec du tram. Et donc, on concentre l'électrification dans une première phase pour les lignes de bus qui sont garanties de rester en exploitation bus pour longtemps, de façon à pouvoir faire des investissements qui soient pérennes dans l'électrification de ces lignes-là. C'est ça, donc, et vers les zones du nord de Bruxelles, vers l'ouest aussi, les zones les plus polluées au niveau de l'air, vous me disiez, je crois. Alors, la priorité qui a été fixée pour l'ordre d'électrification des lignes, c'est d'essayer d'avoir des lignes électriques dans les quartiers dans lesquels on est les plus exposés à la pollution, de façon à
faire en sorte qu'au moins cette partie-là, eh bien, elle soit réalisée sans aucune émission dans les quartiers qu'on traverse. Et donc c'est sur cet ordre-là qu'on a choisi les premières lignes qui vont être transférées à la traction électrique à partir de 2024. On est ici depuis février dans une petite crise énergétique pour Bruxelles, la Belgique, l'Europe. Est-ce que ça a un impact sur la STIB, les augmentations du prix du gaz, de l'électricité? Oui, par ricochet, en fait, les prix du gaz, même quand on achète de l'électricité verte, eh bien, ils influencent fortement le prix qu'on paye pour un mégawattheure électrique. Et donc, comme les prix sur le marché gros de l'électricité montent, eh bien, la fourniture d'électricité de la STIB pour 2023 elle est impactée par les hausses des coûts de l'énergie que tout le monde vit aussi chez lui à la maison. Alors évidemment, les quantités dont nous avons besoin ne sont pas du tout les mêmes, et donc les marchés sont un petit peu différents, mais la tendance haussière à laquelle tout le monde est confronté, eh bien, la STIB y fait face également. D'accord. Si on en vient au métier de la STIB, est-ce qu'il y a des métiers d'ingénieur liés à l'énergie, scientifique même? Alors ça c'est, je pense, la plus grande richesse de l'entreprise. C'est une entreprise qui est intégrée verticalement, c'est-à-dire que on voit évidemment beaucoup nos métiers d'exploitation, la conduite, les métiers d'accompagnement du client, le fait que nous offrions tous les jours un service de transport à tous les Bruxellois, à tous les navetteurs. Mais pour ça, derrière, il y a à la fois un métier de développeur d'infrastructure, de développeur de systèmes de transport, avec des ingénieurs et des techniciens qui font en sorte que les systèmes qu'on a déjà aujourd'hui en service soient maintenus, évoluent avec les technologies, qu'on modernise nos systèmes existants, qu'on fasse un entretien qui soit plus que de la maintenance du système comme il était à sa mise en service, mais qu'il le fasse évoluer pour le rendre toujours plus performant. Et puis, eh bien, il y a toutes les fonctions liées au développement des grands projets comme l'électrification du mode bus, mais aussi l'automatisation du métro ou le développement d'une nouvelle ligne de métro, la ligne 3. Tous ces métiers-là sont des métiers qui mobilisent les expertises d'ingénieurs, de techniciens et aussi de beaucoup d'experts en offre de transport qui sont souvent des personnes avec un background de mathématiciens, par exemple, pour la branche purement scientifique pure. D'accord. Mais donc, quand vous achetez des métros en neuf, après il y a une évolution. Métro ou tram ou bus, il y a ensuite une évolution du matériel avec des techniciens en propre qui peuvent faire évoluer, optimiser tout ce matériel roulant. Oui, c'est un excellent exemple, parce que justement, la durée de vie d'une rame de métro, elle est de plus de 40 ans. Et donc, ça veut dire que sur ces 40 ans-là, ceux qui ont autorité sur la façon dont fonctionne le métro, sur le fonctionnement technique du métro, eh bien, ce sont les services techniques de la STIB. Et donc, ce sont eux qui prévoient, qui planifient, qui développent les systèmes qui vont remplacer les technologies qui deviennent obsolètes techniquement ou dont les performances ne sont plus en ligne avec ce que le marché offre aujourd'hui. Et donc on fait des projets de re-engineering, on modernise les flottes pour que jusqu'au jour de leur déclassement, elles aient des performances up-to-date. D'accord. Et si vous pouviez un petit peu approfondir ce travail de mathématicien, alors à la STIB, il consiste en quoi? Eh bien, un des grands métiers de la STIB, c'est aussi de proposer la planification du transport à Bruxelles et donc d'identifier finalement quels sont les flux dont on évalue qu'ils vont évoluer dans le temps et de pouvoir proposer la façon dont on doit connecter les points entre lesquels ces flux se déplacent. Et donc, il faut pour ça faire des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer plusieurs itinéraires qui sont en compétition pour offrir le meilleur service de transport entre les points qu'on veut connecter. C'est aussi un rôle toujours plus proche de l'opérationnel, de planifier l'offre de façon à ce qu'elle soit réalisée de la façon la plus économique possible. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'avec un tram, je puisse transporter le plus grand nombre de personnes cette journée-là. À quelle heure je vais le faire sortir? Comment est-ce que je vais le cadencer avec les autres? Comment est-ce qu'il va s'insérer dans le trafic qui vient des autres dépôts? Et comment je fais en sorte que j'ai un cadencement de mes lignes partout dans la ville, sur l'ensemble des nœuds essentiels du réseau? Ça, ce sont des fonctions qui sont assurées à travers notre département de network, dans lequel travaillent notamment des mathématiciens, mais aussi d'autres disciplines qui sont liées à cette planification de l'offre de transport. Et ça représente combien de membres du personnel sur cette
Alors, juste pour donner un exemple, les services techniques de la STIB, eh bien, c'est la division Transport Systems qui occupe environ 1700 personnes. À peu près la moitié sont occupés à réaliser les plans de maintenance, assurer les activités qui font que nos trams, nos bus, nos métros, nos voies, nos lignes aériennes, nos bâtiments soient maintenus à jour. L'autre moitié, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui développent les systèmes de transport de demain ou qui refondent fondamentalement les solutions existantes pour les mettre au bout du jour. Et donc, dans les projets futurs de la STIB, on a le métro automatique, on a avec cette nouvelle ligne qui va connecter Bordeaux à Albert. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels la STIB est occupée? Alors, typiquement, il y a des grands projets d'infrastructure, comme vous venez de les synthétiser. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont en fait informatiques. C'est faire en sorte que notre système de transport soit le plus accessible possible. Avoir des systèmes de ticketing qui soient dématérialisés, faire en sorte que notre offre de transport elle soit facilement consultable à travers une app mobile qui est appréciée. Faire en sorte aussi que nous intégrions dans une app la mobilité aussi externe à la STIB, mais dans une solution intégrée qui permette à ceux qui doivent se déplacer à Bruxelles d'avoir un itinéraire qui soit optimum pour eux, en combinant par exemple un trajet avec des trottinettes, avec du vélo partagé, voiture partagée et avec nos systèmes de transport. Tout ça, ce sont des développements qui font en fait que le système de transport qui est mis en place par la STIB, eh bien, il est au service de tous les Bruxellois, il est au service de tous ceux qui doivent se déplacer à Bruxelles de façon à faire bouger Bruxelles. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a